Salut, j'espère que tu vas bien. Vous avez été tout juste un peu moins d'une centaine à regarder ma première vidéo et je dois dire que ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. D'ailleurs, t'as vu? Pas mal le titre, hein. Ouais. J'aurais aimé que ce soit une blague, mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors, on va pas parler que de ça, mais on va utiliser cette histoire qui m'est arrivée, ainsi qu'aux personnes avec qui je me suis associé, pour un petit peu explorer le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, on va voir comment acheter son premier bien immobilier et surtout, grâce à ce qui m'est arrivé, et tu vas voir, on va pouvoir voir aussi un nombre incalculable d'erreurs à ne pas faire. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Tout commence en fin d'année 2023, je m'intéresse de plus en plus à l'immobilier et je me dis qu'il est peut-être temps de me lancer. Mais j'ai pas envie de le faire tout seul. Donc, je décide de m'associer à deux bons amis à moi et on va décider de créer une SCI. On le fait pas tout de suite, on va y revenir plus tard. Maintenant, comment trouver son premier bien immobilier? Là-dessus, il va y avoir plusieurs étapes à respecter. Étape numéro 1, la localisation de votre bien. C'est l'étape la plus importante. C'est ce qui va décider de tout ce qui se passe ensuite. Salut! J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte de plusieurs trucs. La première, j'ai filmé en mode Super View, ce qui fait qu'il y a un effet fisheye dégueulasse. Oui, ça va rester pendant toute la vidéo. Désolé. La deuxième, c'est que le soleil faisait des reflets de fou sur l'objectif de la caméra et j'ai vu ça qu'au dérush. Oui, ça va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et oui, je suis désolé. Mais bon, passe une bonne vidéo quand même. C'est pas du tout ce plan-là, je déconne. T'as cru que j'allais faire des transitions, t'es fou toi? Tu reconnais pas ce qu'il y a derrière moi? C'est normal. Je suis rentré à Saint-Brieuc justement. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, notre premier bien, on a décidé de l'acheter dans la ville de Saint-Brieuc. Pourquoi? Dans un premier temps, on habite là. Donc, c'est très facile de s'y rendre à Saint-Brieuc. C'est une ville dans laquelle j'habite depuis plus de 15 ans maintenant. Je pourrais te dire où t'es dans Saint-Brieuc en regardant la couleur du béton. Avoir une bonne connaissance de la ville dans laquelle tu souhaites investir, ça va permettre de savoir où sont les principaux axes de transport, lignes de bus, gares, métro si vous êtes dans une grande ville. Où sont les commerces? Où sont les lieux d'éducation? Est-ce qu'il y a des facs? Quels sont les quartiers qui sont bien desservis? Quels sont les quartiers où on ne peut pas se garer? Et il y a aussi toute une question qui se pose autour des quartiers qui craignent, quartiers qui sont un petit peu plus tranquilles, on va dire. Dans l'idéal, on préconise pour un premier investissement immobilier de faire ça dans une ville où vous pouvez vous y rendre en moins d'une heure. Parce qu'après, ça va être trop long et ça va être relou et ça va être compliqué de bien connaître le marché. Ensuite, cette ville, on trouve qu'elle a un profil intéressant. Je te mets une petite carte de la France très rapidement. Saint-Brieuc, c'est ici en Bretagne. Le prix de l'immobilier en Bretagne est souvent rythmé par l'arrivée des investisseurs parisiens qui viennent apporter énormément de liquidité sur le marché, si tu veux, parce que chez eux, un T2, ça coûte 8 millions. Ils arrivent ici, waouh, 1300 € du mètre carré, ils pètent un boulon, les mecs, un peu. Les Parisiens se déplacent de grande ville en grande ville, puis de ville de taille moyenne en ville de taille moyenne, puis finalement, de petite ville en petite ville. Ils ont d'abord été à Rennes, ensuite ils ont été à Saint-Malo, maintenant ils sont en train d'arriver à Lamballe, et nous on est ici. C'était un petit peu un pari sur l'avenir qu'on avait pris. Il y a deux manières de gagner de l'argent en immobilier. Soit que tu mets ton bien à louer et tu espères en tirer un bénéfice, soit que tu espères tirer une plus-value à la revente de ton bien. Mais bref, si vous devez retenir une chose, c'est que l'endroit où vous achetez votre premier bien va déterminer toute la suite. Étape numéro 2, la typologie du bien. On va voir que c'est un petit peu lié avec la partie 1. Grosso modo, vous avez décidé de est-ce que vous achetez une maison? Est-ce que vous achetez un appartement? Quel appartement? Un T2? Un T3? Un duplex peut-être? Et là où c'est en lien avec l'étape 1 dont je vous parlais sur la localisation, c'est que finalement les bonnes affaires vont se trouver sur différentes typologies du bien en fonction de la ville dans laquelle vous résidez ou dans laquelle vous avez décidé d'investir. Là, de l'autre côté de la 4 voies, on a Saint-Brieuc, ville étudiante, énormément d'appartements, tu traverses la route, tu te retrouves ici où j'habite à Plérin, population vieillissante, tu vas surtout trouver des maisons. Donc nous, quand on a voulu investir, on s'était tourné vers un appartement, pour plusieurs raisons. Donc l'appartement qu'on avait trouvé, c'était un T4, si je dis pas de bêtises, de 92 mètres carrés avec 2 salles de bain. Il était entièrement refait à neuf, donc aucune plus-value à aller chercher en fonction des différents travaux ou des améliorations qu'on aurait pu apporter au bien. Détail important, mais j'ai pas trop le temps de passer là-dessus, mais c'était également dans l'une des copropriétés les plus réputées de la région. C'est toujours important, généralement, un immeuble avec une mauvaise copropriété,
ça peut occasionner de mauvaises surprises quand on achète un bien dedans. Tout honoraire inclus, on était aux alentours des 150 000 euros. Et donc cet appartement, il convenait à nos besoins. Pourquoi? On était dans l'un des meilleurs quartiers de Saint-Brieuc, le quartier Saint-Michel. S'il y a quelques briochards qui nous regardent et qui savent de quoi je parle. On était à 10 minutes à pied de la gare, dans un endroit plutôt calme du coup, et on trouvait que cette typologie de bien correspondait beaucoup avec la demande qu'il y avait dans cette ville. Parce qu'on avait 4 chambres à l'intérieur, qui dit 4 chambres dit possibilité d'envisager une colocation étudiante par exemple. Ensuite, après quelques échanges avec l'agent immobilier qui s'était occupé de me présenter le bien, j'avais appris que cet appartement était actuellement utilisé sur Airbnb. Là, il y a quelque chose de très important à comprendre qu'il faut mettre en parallèle avec la partie 1. Quel pourrait être l'intérêt de mettre un appartement sur Airbnb à Saint-Brieuc? Si t'es pas du coin, tu peux quand même aisément trouver la réponse qui est que la Bretagne c'est quand même assez attractif pour les vacances, je pense qu'il y a moyen de se faire un bon billet avec les touristes. Et t'aurais raison, mais ce serait pas la majorité du chiffre d'affaires. La réalité sur la ville de Saint-Brieuc c'est que oui, effectivement Saint-Brieuc pour les touristes c'est cool, mais on a aussi un énorme turnover d'artisans qui cherchent de quoi se loger, le temps de faire leur chantier. Et on a aussi également énormément de migration pendulaire, des formateurs et des apprenants qui viennent surtout de Rennes, mais ils viennent aussi d'autres villes. Et là, on peut directement imaginer un partenariat entre notre société et les différents CFAI des Côtes d'Armor, par exemple. Donc ça y est, on avait notre ville, on connaissait notre ville, on avait une typologie de biens qui correspondait à la demande de la ville et ce qui était possible pour nous de faire en tant qu'investisseurs. Maintenant, il fallait négocier. Et donc c'est là qu'on va attaquer l'étape 3. Je vais rapidement passer dessus. Comment calculer qu'un bien immobilier est rentable? Parce que oui, effectivement, quand vous allez acheter un bien immobilier, normalement, vous allez vous endetter afin de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le levier bancaire. Dans l'idée, pour mettre un maximum de chance de votre côté, et également afin de pouvoir gagner de l'argent avant d'avoir fini de rembourser votre crédit, vous allez essayer de trouver un bien immobilier qui vous rapporte plus que tout ce qu'il vous coûte par mois. Oui, ça existe. Donc, grosso modo, un bien immobilier rentable, qu'est-ce que c'est? Une fois que vous avez payé votre crédit, une fois que vous avez payé toutes vos charges, donc là-dedans on va inclure les charges de copropriété et la taxe foncière. Et en ce qui nous concerne, on a rajouté également quelque chose comme les assurances P&O, donc propriétaire non occupant, et ce que ça nous coûte en comptabilité. Parce que quand on a une société civile immobilière comme nous, à l'imposition sur les sociétés, on est obligatoirement tenu de faire tenir la comptabilité par un professionnel. Si tout ça additionné est absorbé entièrement et peut-être même dépassé par votre loyer, vous avez ce qu'on appelle un cash flow positif. Et là, vous êtes sur une pépite de l'immobilier finalement. C'est-à-dire que vous allez vous endetter, vous allez acheter un actif avec l'argent qui n'est pas le vôtre puisque vous l'empruntez. Cet actif va vous permettre de rembourser tout ce que vous devez à vos créanciers et en plus de ça, va vous dégager encore un petit peu d'argent que vous pourrez mettre de côté, que vous pourrez garder pour vous. En réalité, c'est beaucoup plus pas compliqué, mais il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte et beaucoup plus d'étapes dans le calcul de la rentabilité. Hop, étape intermédiaire, je sais même plus à quelle étape on est. Attends, étape 1, localisation, étape 2, typologie de bien, étape 3, rentabilité du bien, étape 3,5, négocier le bien. J'ai moi-même travaillé dans l'immobilier, la première chose qu'on t'apprend dans ce métier, c'est qu'un bien au prix du marché, il est vendu. Souvent, par exemple, si vous faites du particulier à particulier avec des sites comme Bien Ici ou Le Bon Coin, c'est écrit depuis quand l'annonce est en ligne. Si c'est une annonce d'un particulier, il y a très peu de chances qu'il ait enlevé l'annonce pour la remettre et donc réinitialiser ce compteur de jours qui affiche à tout le monde depuis quand le bien est en vente. Si c'est avec des agents immobiliers que vous travaillez, n'hésitez pas à leur demander. Et si vous voyez que le bien, ça fait 6 mois qu'il est en vente, vous savez que vous avez une bonne marge de négociation. Pareil, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur comment négocier un bien immobilier, tu sais quoi faire. Commentaire, blouloup, Pierre je t'aime, tu es magnifique, je sais. Est-ce que tu peux le faire? Bien sûr, voilà, ça dégage. Étape numéro 4, le financement. Et là, ça va être hyper marrant parce que, à titre personnel, avec moi et mes associés, c'est précisément à ce moment que tout a dérapé. Je vais te raconter tout ça. Une fois que nous avions négocié notre bien, toujours, je te parle toujours de l'appartement 4 pièces de salle de bain, nanana, 92 mètres carrés, 150 000 euros frais d'agence incluse. Une fois que tout ça s'est fait, nous, on a fait une proposition qui a été acceptée. Et donc, on est allé à l'agence immobilière rédiger ce qu'on appelle un compromis de vente. À ce moment-là, notre société n'était pas encore créée. On prévoyait de la créer, c'est d'ailleurs à chaque fois qu'on parlait à un des différents acteurs
des différents projets, parce que voilà, on n'a pas étudié qu'un seul bien immobilier, que ce soit les banques ou les agences immobilières ou même les notaires avec qui on a discuté, voilà, tout le monde était au courant qu'on souhaitait créer une société. Pour l'instant, elle n'était toujours pas faite. Et pourquoi elle n'était toujours pas faite? Parce qu'on avait la possibilité de signer des documents avec ce que l'on appelle une faculté de substitution. En l'occurrence, elle était à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés pour signer le compromis de vente, notre société n'était pas encore créée. Pourquoi on attendait de la créer? Parce qu'en fait, ça coûte cher de créer une société, et à moins d'être sûr de réaliser notre première acquisition, on ne voulait pas dépenser cet argent. Jusqu'ici, aucun problème. Donc là, nous n'avons pas de société, et on souhaite quand même faire l'acquisition de ce magnifique appartement à Saint-Brieuc. On rédige le compromis de vente, on y ajoute une faculté de substitution à mon nom, donc en fait, ça veut dire que nous achetons l'appartement m'appartient. En contrepartie, toutes les créances, tout ce qu'on doit aux banques repose sur moi, mais dès l'instant où notre société est créée, la propriété de ce bien passe de moi à la société, et de la même manière que toutes les créances passent de ma personne physique à la personne morale qui est la société. Et là, on va arriver à un truc super intéressant qu'on met dans un compromis de vente et qu'il faut obligatoirement mettre si jamais vous décidez d'utiliser le levier bancaire pour investir. C'est ce qu'on appelle les clauses suspensives quant à la non-obtention du prêt. Dans la vie, des fois tu demandes un prêt à la banque et des fois la banque te dit non, ça arrive. Et donc, dans ce compromis, nous avions glissé ces fameuses clauses non suspensives quant à l'obtention du prêt. Quoi ça veut dire? Mais en fait, c'est des mots très compliqués, mais qui ont une fonction toute simple, encore une fois. Cette clause, elle est là pour protéger les futurs acquéreurs au cas où ils n'arriveraient pas à obtenir leur prêt. Car quand vous signez un compromis de vente, vous bloquez le bien. Et donc, pour le vendeur, si jamais au final la transaction ne se fait pas, c'est normal qu'il exige une compensation. Vous avez bloqué son bien pendant une très longue période sur le marché, parce que les échanges immobiliers, c'est quelque chose qui dure quand même plusieurs mois. Et en revanche, ces clauses sont là pour protéger, c'est-à-dire elles servent à prouver que vous n'avez pas été passif et que vous avez vraiment sollicité des banques, et bon voilà, vous n'avez pas eu votre financement, ce sont des choses qui arrivent, vous êtes protégé par les clauses. Nous signons le compromis, nous avons jusqu'au 29 août pour donner à l'agence immobilière une offre de prêt écrite et signée, éditée et signée. Dans le cas contraire, nous devrions fournir 3 refus de prêt de 3 banques différentes. À quel moment ça a bien pu partir en cacahuète cette histoire? Écoute-moi bien, on a sollicité 9 banques au total, ok? La plupart d'entre elles, alors il y avait une banque par exemple tout simplement qui ne finançait pas les SCI, ça arrive. On a essayé nos banques personnelles, elles n'étaient pas prêtes à nous suivre. On a une banque qui nous a fait une proposition, et quand tu regardes dans le détail, en bas de chacune des 4 pages que faisait le document, il y avait écrit que ce document ne faisait foi à aucun moment d'une offre de prêt. Donc en fait, il nous avait envoyé une proposition qui n'avait aucune valeur. Et là, nos chances commencent à s'amenuiser, la date butoir arrive à grands pas, il nous reste une banque qu'on n'a pas encore essayée. On retourne vers eux, et là, le banquier, le conseiller qui s'occupe de nous est hyper emballé par notre projet. Et genre, directement il est au taquet, tac tac, les documents ça s'envoie vite, il est réactif, c'est trop stylé, genre. Avec mon associé, on est choqués, tellement c'était pas comme ça avec les autres, trop content, on se dit bah ok, on va avoir notre prêt. Et effectivement, la banque nous envoie un accord de principe, mais ça peut pas toujours se passer aussi bien. Donc la banque nous envoie un accord de principe, et déjà on remarque quelque chose, c'est pas le même montant que celui sur le compromis. Pas grand chose, hein, c'est l'affaire de 2000 € je crois, tu vois. Mais par acquis de conscience, on redemande à la banque de rééditer l'accord de principe avec le bon montant. Donc nous, une fois qu'on a notre accord de principe, hop là, parce que là, on est quasiment fin août hein, quand on a l'accord de principe. Le 29 août arrive à grands pas, nous on reçoit l'accord de principe, on s'empresse immédiatement de prévenir l'agent immobilier qui nous met un peu la pression en mode « Les gars, ça arrive quand ?» Parce que là, le vendeur, à juste titre, commence à en avoir marre que son bien soit bloqué et que la situation n'avance pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas de notre faute que lui, il a pas raison d'être énervé, tu vois, je peux totalement comprendre la colère. Donc on envoie l'accord de principe et tout, nanana, trop bien. Ça nous envoie fixer une date pour l'acte authentique chez le notaire. Nous, c'est notre première opération immobilière, si tu veux. Donc on sait pas trop comment ça se passe. Mais bon, t'as l'agent immobilier qui nous fait « non, t'inquiète ». T'as le banquier qui nous fait « non, t'inquiète ». T'as le notaire qui nous fait « non, t'inquiète ». Bon, on s'inquiète pas plus que ça, tu vois. On fait confiance aux professionnels du milieu. On dépasse la date finalement du 29 août. Et là, on commence à stresser un peu, tu vois. Même si tous les acteurs essaient de nous rassurer, on commence à capter quand même qu'il y a quelque chose de pas normal. On se prend une ritournelle magistrale de la banque qui nous envoie l'accord de principe. On envoie un mail, ceci est un téléphone. On envoie un mail
en disant est-ce qu'on pourrait avoir l'offre de prêt définitive s'il vous plaît? Réponse automatique du mail. Bonjour, je suis monsieur machin, je suis en congé jusqu'au 25 septembre. Bon, bah c'est la sauce. Et donc on appelle la banque, cette fois-ci avec un téléphone. On fait bonjour, oui, notre conseiller est en vacances pendant 1 mois et c'est à peu près la giga sauce. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un autre conseiller? Oui, oui, pas de souci, on va vous passer monsieur machin, nanana. Crac, monsieur machin arrive, il recommence à nous envoyer. Donc on doit renvoyer tous les documents que l'autre conseiller avait déjà, mais bon, c'est pas grave, on renvoie tous les documents, nanana, tatatac. Et quand on commence à dire, bon, est-ce qu'on pourrait avoir l'offre de prêt finale? Parce que là, ça commence à nous attraper par le callback là-bas, on stresse un peu, tu vois. Là, il recommence à poser des questions sur mon activité de conseiller immobilier. Et le problème, c'est qu'effectivement, je suis en auto-entreprise et donc j'ai absolument rien pour justifier de mes revenus. Donc ça commence à commencer un petit peu au niveau du taux d'endettement. Parce que notre business plan, il est hyper rentable en ce qui concerne la location courte durée, mais il est un petit peu limite en ce qui concerne la location longue durée, et malheureusement, le plus souvent, c'est ce qui fait foi chez les banques, sachant que nous, c'était notre première opération immobilière, et que donc on était, entre guillemets, pas trop renommé, vu que personne ne connaissait, on était même pas du tout renommé, tu vois. Pendant 1 semaine et demie, on se creuse la tête avec le, du coup, second conseiller immobilier qui remplaçait le premier. On se creuse la tête, on n'en peut plus, on cherche tous les trucs, on rachète des dettes chez les uns et les autres pour essayer de diminuer notre taux d'endettement. On n'arrive pas à descendre en dessous des 35%, qui était la limite acceptée par la banque. Mais on était genre endetté à 35,43%, tu vois. Je l'ai encore là, tellement c'est triste. On envoie le dernier plan aux analystes de la banque, parce que finalement, c'est pas, la décision n'était pas prise par les gens qui étaient dans l'agence, ça devait remonter au siège régional, parce que quand ça concerne les SCI, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas comme si c'était de la résidence principale, enfin... Bref, c'est une chaîne de décision qui est un peu plus longue, et donc un peu plus lente, beaucoup plus lente. On envoie notre mail, le conseiller me dit on aura la réponse mardi. Mardi, on n'a pas la réponse. Donc je renvoie un mail en mode ouais, je viens d'avoir les agents immobiliers au téléphone. Là, ils sont partis pour nous pull up en fait. Donc, est-ce qu'on peut avoir la réponse? Mail automatique, oui, bonjour. Je suis en congé pendant 1 mois. Donc, c'est-à-dire que notre conseiller est parti en congé. Ils nous ont donné un remplaçant qui est parti en congé sur la même période. Et nous, on est comme des cons avec le notaire d'en face qui commence à envoyer des mises en demeure. Parce que oui, en face, ils ont bien compris que l'opération, au final, elle se ferait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclenché les clauses suspensives. Pardon, je me suis mal exprimé. J'ai pas le compromis sous les yeux, mais la phrase, c'était quelque chose comme ça. Donc, c'était sur le paragraphe qui parlait des clauses non suspensives quant à l'obtention des prêts, et qui disait donc, soit vous apportez une offre de prêt, tout est carré dans l'ordre, soit vous apportez 3 refus de prêt de 3 banques différentes, tout est carré, ça passe, soit vous ne faites aucune de ces 2 choses, et à partir du 29 août, la partie adverse, donc les gens qui nous vendaient l'appartement, se réservent le droit de déclencher les clauses légales et donc de prendre des sanctions à notre encontre. Et là, on reçoit un mail, le prêt nous est refusé. Et nous, on était là, on avait un accord de principe quand même avec vous. Ah oui, ça? Ah oui, mais la banque peut décider de l'annuler à tout moment, ça n'a aucune valeur finalement. Et du coup, on fait comment? Ah désolé, je suis en congé. Mon associé reçoit chez lui, parce que c'était chez lui qu'on avait mis le siège de la société civile immobilière, une petite mise en demeure qui nous sommes sous l'huitaine de fournir 3 refus de prêt de 3 banques différentes. Et si nous nous trouvions dans l'incapacité de le faire, il nous réclamerait la somme forfaitaire de 23 000 euros pour combler le préjudice subi par ses clients. Donc les 23 000 euros, ils ne sont pas calculés au hasard finalement. C'était 10% du prix hors frais d'agence. Donc hors frais d'agence, le bien était vendu 130 000 euros. Donc 10%, 13 000 euros. Et on devait également s'engager à rembourser les honoraires que l'on devait aux agents immobiliers qui étaient à peu près d'un montant de 10 000 euros. Donc voilà, 13 000 plus 10 000, 23 000 euros. Donc on a eu 8 jours pour trouver 3 refus de prêt. Quand tu sais qu'on a tapé à la porte de 8 banques différentes, en vrai ça va, tu vois. Le problème, c'est que cette lettre est arrivée avec 5 jours de retard. Et que donc les 8 jours sont devenus 3. Et là, tu commences à stresser un petit peu. Et donc là, c'est la course à tous les refus de prêt. On recontacte en catastrophe tous les banquiers qu'on a sollicités depuis le début. Ma banque, celle des associés, des banques qui m'avaient fait changer de département quasiment tellement j'étais allé loin pour aller chercher des financements. On recontacte tout le monde, on fait branle-bas de combat, c'est stressant pendant 3 jours, on se serre les coudes. C'est vraiment le gros bordel.
Un jour avant la date butoir, on envoie 4 refus de prêt de 4 banques différentes au notaire de la partie adverse. Grosse goutte de sueur, il semblerait qu'on ait évité le pire. Pourquoi est-ce que je parlerai au conditionnel? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la timeline, nous sommes le 11 octobre, ok? Le 11 octobre, nous envoyons... Alors, le 11 octobre, allez, on est dans cette période d'octobre parce que j'ai pas regardé les échanges de mails. Hein, on envoie tous les documents à notre notaire accuse de réception et accuse le fait de l'avoir envoyé au notaire de la partie adverse. 4 jours plus tard, je reçois un appel de ma banquière qui me dit le notaire de la partie en face, là, monsieur machin, il aimerait que vous lui envoyiez l'attestation que je vous ai fournie pour le refus de prêt. J'ai fait, il l'a déjà, mais s'il veut, je peux lui renvoyer. Elle me fait, je vous transfère le mail, voyez ça avec lui. Donc elle me transfère le mail, effectivement le notaire demandait bien l'attestation qui avait été émise par ma banque, et donc je lui renvoie l'exact même document qui était dans le mail qu'il a reçu de la part de ma notaire. Peut-être la pièce jointe s'est perdue en conduite, je ne sais pas. Je reçois juste un mail du notaire qui me fait très bien, merci. Aucune nouvelle pendant 2 mois. Nous, on arrête un petit peu d'y penser. Et là, par pur hasard, mon associé faisait du tri dans nos mails et il rouvre la boîte mail de la SCI. On apprend que notre notaire a reçu de la part de la partie adverse un courrier où ils expliquent que globalement, ils sont très énervés de la manière dont s'est déroulée l'opération. Ils pointent du doigt un manque de rigueur qui aurait pu être observé de l'extérieur. En fait, nous on appelle ça de l'inexpérience, eux ils appellent ça du manque de respect. Je donne pas d'avis. Pointe du doigt le fait qu'apparemment nous serions tous dans la SCI professionnelle de l'immobilier et que donc il n'a été aucunement difficile pour nous du fait de nos relations de pouvoir obtenir tous ces refus de prêt en un temps record. Et en plus de ça, il nous accuse d'avoir modifié les attestations de refus de prêt après que les banquiers nous les aient envoyées. Ils estiment qu'à titre de compensation, nous devrions verser 3 500 € aux clients finalement du notaire de la partie adverse. Et donc là, bon, tu pensais que c'était fini, tu pensais que t'étais hors de danger, tu pensais que t'avais tout fait bien, et là ça revient 4 mois plus tard pour te demander 3 500 €. Ça t'accuse de faute hyper grave, et en plus, le pire, ce qu'on perçoit nous, c'est une grosse incompréhension, tu vois. Bon, le fait qu'ils soient pas au courant déjà que sur les 3 personnes de la SCI, il y en ait qu'un qui soit professionnel de l'immobilier et qu'en plus il soit tellement récent, parce que moi au moment des faits, ça faisait même pas 3 mois que j'étais conseiller immobilier si tu veux, c'était tellement récent que c'est ça qui nous a coûté l'obtention du prêt. Je pense pas être le parrain de la mafia immobilière de Saint-Brieuc au point que je puisse obtenir des documents qui sont pas vrais sur demande en fait, tu vois. Je pense qu'il y a tout simplement une incompréhension de manière générale, parce que malheureusement, oui, la partie adverse a toutes les raisons d'être énervée. Mais si tu regardes la situation dans son ensemble, absolument personne n'est content de la manière dont ça s'est déroulé, et nous les premiers. Bon, je résume, ok. Le bien n'a pas été vendu, donc les clients, ils ont toujours pas pu, ils avaient prévu de déménager les meubles qu'il y avait dans l'appartement, ils ont toujours pas pu le faire. Pas content. Les notaires, que ce soit les notaires de la partie adverse ou le nôtre, ils ont perdu du temps et ils ont pas été payés parce que la transaction n'a pas eu lieu. Pas content. Les agents immobiliers, ils ont pas touché leur commission. Pas content. Et nous, on voulait acheter un appartement, au final, on n'en a pas. Donc, pas content. En fait, dans l'histoire, il y a que les banquiers qu'on en a rien à foutre, mais après, de l'autre côté, c'est pas leur problème. Bon, personne n'est content de ce qui s'est passé. Là, on est rentré dans une procédure où, au final, on a répondu à leurs lettres dans un courrier, on leur explique où ils se trompent, on n'est absolument pas tous professionnels de l'immobilier, que moi-même étant le seul professionnel de l'immobilier, cette activité est tellement jeune qu'elle nous a littéralement coûté l'obtention du prêt. On en profite quand même pour rappeler que nous accuser d'avoir falsifié des documents après l'édition et l'émission de ces derniers, c'est une accusation très grave et qu'on aimerait quand même qu'ils apportent des preuves. On explique ce qu'ils ont pu prendre comme... on va dire une gestion irrespectueuse de la situation et un manque de rigueur, c'était bien plus de l'inexpérience qu'autre chose, car c'est la première fois qu'on entamait des démarches aussi importantes en immobilier de notre vie. Pour clôturer tout ça, on a décidé de récapituler banque par banque, mail par mail, tous les échanges qu'on a avec les banques depuis le mois d'avril. C'était long! C'est 75 captures d'écran. C'est un document de 23 pages. Et donc, à la fin, on se sert de tout ça pour justifier que non. S'ils ont des doutes quant à l'authenticité des refus de prêt qu'on leur a fournis, ils sont tout à fait libres de contacter les banques. On leur a donné les coordonnées de toutes les personnes avec qui on a interagi depuis le début. Et que maintenant, s'ils veulent qu'on paye la somme des 3 500 €, il n'appartient qu'à eux de prouver que nous avons falsifié les documents. Ce qui est évidemment faux, on n'a jamais fait ça de notre vie. Pour l'instant, on en est là.
on attend des nouvelles, on espère que cette fois-ci, on a pu éclaircir la situation. Parce que finalement, comme je viens de le résumer, nous non plus, nous ne sommes pas contents de la manière dont se sont déroulés les événements parce qu'on voulait un appartement et qu'au final, on n'a pas pu l'acheter. Bon. Maintenant, quelle leçon on a tiré de ce fiasco? Tout de suite, 5 erreurs qu'on ne refera plus jamais en immobilier. Erreur numéro 1. Ne faites confiance à personne. Vous ne pouvez vous faire confiance qu'à vous-même pour faire les choses bien. Ne faites pas confiance aux notaires, ne faites pas confiance aux agents immobiliers, ne faites pas confiance aux banquiers. Ils en ont rien à foutre que votre projet se déroule bien. Ils ont des milliers d'autres clients. Si c'est pas avec vous qui gagneront de l'argent, ce sera avec quelqu'un d'autre. Ils en ont rien à foutre. Erreur numéro 2, ne pas se précipiter. On a essayé d'investir à un moment qui était peut-être pas le meilleur. Les taux directeurs des banques étaient très élevés, donc c'était compliqué d'obtenir des prêts avec des mensualités relativement basses. Moi, je venais de commencer une activité d'auto-entreprise, donc c'était très compliqué d'avoir de la visibilité sur mes revenus à ce moment-là. Ça nous a quand même coûté le prêt. Mes deux associés étaient également un petit peu trop endettés pour se permettre de se lancer sur un nouveau projet. Bref, c'était un échec cuisant. Mais t'inquiète pas, on s'y connaît en échec. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Abonne-toi. Erreur numéro 3, ne commencez pas trop gros, ne commencez pas trop compliqué. C'est-à-dire que nous, on est arrivé voir les banques avec des propositions de location courte durée, avec finalement un business plan qui était très intéressant, mais qui convenait pas, si vous voulez, à la jeunesse de notre société, à la jeunesse de nos profils d'investisseurs. On aurait dû se rabattre sur quelque chose de bien plus classique, un bien moins cher, avec peut-être un tout petit peu de travaux à refaire dedans, rentable avec uniquement de la location longue durée, même sans parler de colocation. On aurait dû faire quelque chose de bien plus classique que de partir sur ces histoires de migration pendulaire avec les différents centres de formation, tout ce qui va être le tourisme, augmenter les prix durant les périodes de festival en Bretagne et les vacances scolaires. Enfin, on est allé chercher quelque chose de beaucoup trop compliqué puisque les différents acteurs bancaires ont besoin de confiance au départ. Ils sont là pour être safe, ils sont là pour la jouer safe, ils vont absolument prendre aucun risque, ils ont malheureusement des risk management extrêmement stricts à respecter. La quatrième, on l'a compris en cours de route, donc c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous allez contacter vos acteurs bancaires. Les banquiers sont des commerciaux. Ils sont là pour gagner de l'argent. Alors oui, effectivement, s'ils vous financent, ils vous donnent un prêt, à partir du moment où ils ne se mettent pas en danger, ils vont gagner de l'argent, bien sûr, ils seront commissionnés, ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais la meilleure manière qu'un banquier fasse un pas vers vous, c'est qu'à votre tour, vous en fassiez un. Et je me suis trompé, c'est pas du tout la bonne syntaxe. La meilleure manière pour qu'un banquier fasse un pas vers vous, c'est que vous en ayez fait un juste avant. Si vous avez un projet... Alors bien sûr, déjà le but c'est d'arriver avec un projet qui est solide, un projet qui est bien ficelé. Vous devez mâcher intégralement le travail à tous les acteurs que vous rencontrez. C'est normal. À un moment, il est temps de faire votre part du travail. Je veux dire, vous passez par des professionnels de l'immobilier, mais vous-même, vous devez vous comporter en tant que professionnel de l'immobilier, et c'est tout à fait normal, d'accord? Donc vous mâchez le travail entièrement au banquier. Vous pouvez, par exemple, si jamais vous êtes financé, vous pouvez proposer la domiciliation des revenus et des épargnes des différents associés de votre entreprise, par exemple. Ça peut être un exemple de pas vers le banquier. Vous pouvez proposer, par exemple, nous dans le cas de notre SCI, il aurait été parfaitement naturel que si la banque nous finance, on aurait un compte en banque pour notre entreprise chez la banque en question. Et la plupart des banques, de manière générale, on va dire que c'est un accord tacite, mais ils n'imaginent pas vous financer si vous ne décidez pas d'assurer le bien que vous achetez chez eux. Voilà. C'est ce genre de pas que vous pouvez faire vers le banquier pour finalement, même pas montrer patte blanche, c'est juste que voilà, le banquier est un commercial et donc il est là pour y tirer du profit lui aussi. Et c'est tout à fait normal. Erreur numéro 5 à ne pas faire, ne faites confiance à personne. Je vous le jure, on n'en pouvait plus avec les associés. Je le redis, c'est la même chose que l'erreur numéro 1. Je suis au courant, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ne faites confiance à personne. Alors bien sûr, maintenant, si on regarde en arrière, on n'a pas eu de bol sur pas mal de choses, c'est sûr. Il y a aussi plein de trucs qui étaient totalement dans notre contrôle qu'on aurait pu changer. Mais ça, malheureusement, c'est le genre de choses où il faut se planter pour réussir. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Je sais pas vraiment conclure cette vidéo. Eh bah dis donc, je sais pas vraiment qu'on... N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi t'as déjà eu des galères en voulant acheter un bien immobilier. Pareil, si t'as la moindre question,
Je serais très ravi d'y répondre en commentaire si tu veux que j'approfondisse certains points ou que je détaille quelque chose que j'ai pas eu le temps d'aborder dans cette vidéo. Si jamais les questions sont vraiment nombreuses, eh bien j'hésiterai pas à faire une autre vidéo pour parler d'immobilier. De toute manière, ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois qu'on en parle sur cette chaîne. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien, la nouvelle vidéo sort samedi. Des gros bisous, ciao.